December 26 th. 1944. Let afternoon, the 101 Airborne Division has been surrounded in Bastogne for 7 days. They're low on ammunition, out of medical supply, and fighting off. German attack from all directions. Their acting commandé, Brigadier General Anthony M.C. Olive, famously told the German, not when they demanded. Surrounded, but the paratrooper now. Time is running out. Then at 1650 hours, a Sherman tank crashed through the 3 lanes south of town. It's Cobra King from Patton's 4th Armored Division, the lead element of 3rd Army's Relief Force. The tank commandé makes contact with forward position of the 326 th Engineer. The siege is broken. Word spread through the frozen foxhole. Patton made it. But what the Screaming Eagles said when their rescue arrived surprised everyone. They didn't celebrate being saved. They told Patton tanker they never needed rescuing in the first place. This is the story of 7 days that forged a legend. The relief operation military. Theorists said was impossible and what the most stubborn soldier in the American Army really thought about being rescued. On December 18 th. 1944, the 101 Airborne Division rolled into open top truck after a 100-mile journey from reserve position in France. The division had been resting and refitting after brutal combat in Holland during Operation Market Garden. Most soldiers expected a key defensive assignment. Instead, they arrived just 4 hours ahead of German Panzer Spearhead driving west through the Ardennes forest. What followed would become one of the most celebrated defensive stands in American military history. But it began with chaos and improvisation. The German offensive that became known as the Battle of the Bulge had started 2 days earlier with devastating surprise. More than 200,000 German troops and nearly 2,000 tanks smashed through thinly held American position in the Ardennes. A region Allied commandé had considered unsuitable for major operation. The German exploited fog and winter weather that grounded Allied air power, achieving breakthrough that threatened to split American and British force. Adolf Hitler personally planned the operation, gambling everything on one last offensive that might force the Western Allies to negotiate separate peace. Bastogne sat at the center of this maelstrom because geography made it crucial. 7 major roads converged on the small Belgian town, making it the key to mobility through the Ardennes. England's German force needed those roads to maintain momentum for their drive toward Antwerp. American force needed them to move reinforcement and supply. Hoover controlled Bastogne, controlled movement through the entire region. General 3 Middleton, commanding West Corps, recognized immediately that Bastogne had to be held, regardless of cost. The 101 arrived to find a confusing tactical situation. Element of the DTH Armored Division S. Combat Command B had been rushed to Bastogne and were fighting delaying action east of town. Straggler from shattered units were streaming through Bastogne heading west. German force were advancing from multiple directions. But nobody knew exactly where German units were or in what strength. M.C. Olive, the Division S acting commandé, Major General Maxwell Taylor, was in Washington when the crisis broke. Had to establish defensive perimeter around Bastogne using whatever force he could organize. What M.C. Olive accomplished over the next 24 hours, la 101e division a démontré son entraînement et son commandement exceptionnel.
Elle a établi un périmètre défensif circulaire d'environ 26 km de circonférence, ancré à la ville mais s'étendant dans la campagne environnante. Chacun des 4 régiments de la division a pris en charge un secteur. Le commandement de combat B de la 10e division blindée a fourni une réserve blindée mobile capable de répondre aux tentatives de percée allemande. Le 705e bataillon de chasseurs de chars s'est précipité à Bastogne pour fournir une capacité anti-char. Il a positionné ses armes de manière à couvrir les voies d'approche allemandes probables. La position défensive était loin d'être idéale. Le périmètre était trop vaste pour que les forces disponibles puissent le défendre en profondeur. Il existait inévitablement des brèches entre les unités que les forces allemandes pouvaient potentiellement exploiter. Les stocks de munitions étaient limités. La division avait progressé si rapidement qu'une grande partie de ses munitions d'artillerie est restée dans des dépôts loin à l'arrière. Les vivres étaient suffisants pour une semaine environ, en cas de rationnement strict. Les fournitures médicales étaient suffisantes pour les blessures courantes, mais pas pour un combat prolongé. Plus grave encore, les conditions hivernales étaient brutales et de nombreux soldats manquaient d'équipement contre le froid. Le 20 décembre, les forces allemandes avaient complètement encerclé Bastogne. La 26e division de grenadiers Vulk attaqua par le nord. La division Panzer l'air pressa par le sud et l'est. La 2e division Panzer contourna Bastogne par le nord, laissant des forces de couverture contenir la garnison tandis que le gros de ses troupes continuait vers l'ouest. Pour les soldats de la 101e, la prise de conscience d'être encerclés était presque abstraite. Ils s'étaient entraînés à opérer derrière les lignes ennemies lors d'opérations aéroportées, l'encerclement leur était donc familier sur le plan tactique, même s'il était préoccupant sur le plan stratégique. Les attaques allemandes qui suivirent au cours des jours suivants mirent à rude épreuve les capacités défensives de la 101e. Les unités Wehrmacht attaquant Bastogne étaient des formations expérimentées ayant combattu sur de multiples fronts. Elles disposaient d'un appui blindé et d'une artillerie que la division aéroportée légèrement équipée peuvait à égaler. Pourtant, les parachutistes tinrent bon. Ils repoussèrent les attaques blindées à l'aide de bazookas, de chasseurs de chars et de tirs d'artillerie soigneusement coordonnés par des observateurs avancés. Ils défendirent villages et carrefours routiers avec une détermination obstinée qui frustra les commandants allemands qui s'attendaient à une résistance plus faible de la part des forces encerclées. La dimension psychologique du siège était aussi importante que la dimension tactique. Les soldats de la 101e croyaient pouvoir tenir Bastogne indéfiniment s'ils étaient correctement approvisionnés. Ils faisaient confiance à leurs officiers, en particulier à M.C. Olive, dont le calme, confiance sous pression rassurait les soldats dans les tranchées glacées. Plus important encore, ils étaient fiers du statut d'élite de leur division. Les aigles hurlants s'étaient jetés sur la Normandie le jour J et avaient combattu à travers les haies. Ils s'étaient jetés sur la Hollande pendant Market Garden. Ce n'était pas de l'infanterie ordinaire. C'étaient des parachutistes et les parachutistes ne se rendaient jamais, quelles que soient les circonstances. Le matin du 22 décembre 1944, une délégation particulière s'approcha des positions américaines. Au sud de Baston, 4 soldats allemands marchèrent sous un drapeau blanc de trêve, portant un ultimatum de reddition formelle à l'intention du commandant américain. Le moment choisi était calculé. Les forces allemandes les Allemands avaient resserré leur emprise sur Bastogne. Au cours des 2 jours précédents, les conditions météorologiques empêchaient le ravitaillement aérien. Les stocks de munitions américains s'épuisaient. Les services de renseignement allemands indiquaient que le moral des Américains craquait sous la pression des attaques soutenues et des rigueurs de l'hiver. L'ultimatum de reddition visait à briser la volonté américaine avant que les forces allemandes ne soient contraintes de lancer un assaut final coûteux. Les officiers allemands, les yeux bandés, sont escortés jusqu'au poste de commandement du 327e régiment d'infanterie aéroporté où le major Alvin Jones les reçut. Ultimatum de reddition, rédigé en anglais, était formel et menaçant. Il soulignait que Bastogne était encerclé par de puissantes unités blindées allemandes et que toute résistance continue était inutile. L'ultimatum stipulait que si les forces américaines ne se rendaient pas avant la date limite fixée,
l'artillerie allemande et les bombardiers de la Luftwaffe réduiraient Bastogne en ruine. Le message se terminait par une offre de traitement honorable. En tant que prisonniers de guerre si les Américains se rendaient immédiatement, tout en sous-entendant que tout refus entraînerait l'anéantissement. Jones porta l'ultimatum au quartier général de M.C. Olive, où le commandant de division par intérim se reposait. Brièvement, M.C. Olive se réveilla en apprenant que les Allemands exigeaient la reddition. Sa première réaction, provoquée dans la torpeur du réveil, fut un simple mot, n'importe quoi. Lorsque M.C. Olive fut pleinement réveillé et que son état-major le briefa sur le contenu de l'ultimatum, la question devint celle de la réponse formelle à apporter. Les officiers allemands attendaient une réponse écrite à transmettre à leur commandant. Certains officiers d'état-major suggérèrent un refus militaire formel. M.C. Olive peinait à trouver les mots justes, jusqu'à ce que le colonel Joseph Harper, commandant le 327e régiment d'infanterie aéroportée, suggère que n'importe quoi était en fait la réponse idéale. La réponse écrite, qui fut remise aux officiers allemands, était brève et sans précédent dans les communications militaires. Elle s'adressait au commandant allemand, Nut, le commandant américain. Les Allemands furent déconcertés par cette réponse, ne sachant s'il s'agissait d'un rejet véritable ou d'une expression américaine qu'ils ne comprenaient pas. Les officiers américains qui les escortaient vers les lignes allemandes leur expliquèrent avec bienveillance que « Nut » signifiait « va te faire voir » et que si les Allemands ne comprenaient pas, ils pouvaient simplement poursuivre l'attaque et le découvrir à leurs dépens. La réponse « Nut » devint instantanément légendaire. La nouvelle se répandit dans les positions américaines de Bastogne. En quelques heures, remontant le moral des soldats transis de froid, affamés et à court de munitions. L'histoire parvint aux correspondants américains intégrés aux forces de secours, et de là, elle se propagea aux journaux à travers les États-Unis. La défiance de M.C. Olive symbolisait la détermination américaine à résister quelles que soient les circonstances. La réponse fut tout ce que les communications militaires n'étaient généralement pas. Brève, directe et empreinte de personnalité, elle reflétait le caractère de la division combattant à Bastogne. Mais la confiance de M.C. Olive n'était ni un optimisme aveugle ni une bravade théâtrale. Il savait des choses que l'ultimatum allemand laissait entendre qu'ils ignoraient. Premièrement, les prévisions météorologiques annonçaient un ciel dégagé dans les jours qui suivraient, ce qui permettrait à la puissance aérienne alliée d'apporter son soutien et d'effectuer un ravitaillement aérien. Deuxièmement, M.C. Olive avait communiqué avec le 8e corps, le général Middleton, qui l'avait informé que la 3e armée du général Patton se dirigeait déjà vers le nord pour secourir Bastogne. M.C. Olive calcula que si ses forces pouvaient tenir encore plusieurs jours, les renforts arriveraient, avant que les forces allemandes ne puissent lancer un assaut final victorieux. La réponse allemande au refus de M.C. Olive fut immédiate et brutale. L'artillerie allemande intensifia le bombardement de Bastogne, se concentrant sur le centre-ville où se trouvait le quartier général américain et les installations médicales. Les bombardiers de la Luftwaffe menèrent des raids nocturnes qui détruisirent des bâtiments et firent des victimes parmi les militaires et les civils belges. Les attaques terrestres allemandes s'intensifièrent, sondant le périmètre défensif à la recherche de points faibles qui pourraient être exploités pour percer le centre-ville. Cependant, l'impact psychologique de la riposte joua en faveur des Américains plutôt que des Allemands. Le refus catégorique des Allemands signala aux commandants allemands que les forces américaines à Bastogne n'étaient pas démoralisées et ne se rendraient pas sans un combat acharné. Cela compliqua la planification opérationnelle allemande. Si Bastogne devait être prise par la force, cela consommerait du temps et des ressources que le calendrier de l'offensive allemande ne pouvait se permettre. Les retards créés par la défense de MCLLIFF étaient aussi précieux que la position tactique occupée par sa division. Le 23 décembre, le temps se dégagea enfin, comme les météorologues l'avaient prédit. Le ciel dégagé apporta un soulagement immédiat à la garnison assiégée. Des P-47 Thunderbolt américains apparurent au-dessus de Bastogne,
attaquant les positions allemandes et fournissant un appui aérien rapproché qui compensa la diminution des munitions d'artillerie américaines. Des avions de transport C-47 commencèrent à larguer des ravitaillements par parachute, livrant des munitions, des fournitures médicales et de la nourriture qui permirent à la 101e division aéroportée de continuer le combat. Le ravitaillement aérien n'était pas parfait. Des approvisionnements ont atterri en territoire occupé par les Allemands. Mais cela a suffi à maintenir la défense viable. Le 19 décembre 1944, le commandant suprême Dwight Eisenhower a convoqué une conférence d'urgence à Verdun, en France, pour faire face à la percée allemande dans les Ardennes. L'atmosphère était pesante. Les forces allemandes avaient obtenu l'effet de surprise et progressaient vers la rivière Mousse. Les unités américaines étaient dispersées, dans certains cas, mises en déroute. La situation exigeait une contre-attaque immédiate, mais l'ampleur de la crise dépassait tout ce que les commandants alliés avaient connu depuis la Normandie. Eisenhower avait besoin de quelqu'un capable d'agir rapidement et de frapper fort. Il s'est tourné vers George Patton. Patton est entré dans la conférence avec une confiance caractéristique frôlant l'arrogance. Tandis que les autres commandants discutaient de la crise sur un ton grave, Patton semblait presque impatient. Eisenhower s'efforça de maintenir l'optimisme, exhortant les commandants réunis à considérer l'offensive allemande comme une opportunité plutôt que comme un désastre. Patton adopta sincèrement cette perspective. Il reconnut que les forces allemandes s'étaient trop étendues et qu'une contre-attaque agressive sur leur flanc pourrait transformer une percée en catastrophe pour la Wehrmacht. La question cruciale était celle du timing. Eisenhower exposa la situation. Les forces américaines à Bastogne étaient encerclées et avaient besoin de renforts. À quelle vitesse Patton pourrait-il attaquer? Vers le nord pour percer les lignes allemandes et secourir la garnison? La plupart des commandants présents estimaient que toute attaque nécessiterait des semaines de préparation, impliquant le déplacement d'une armée entière à 90 degrés de son axe d'attaque actuel, à travers un terrain hivernal, tout en maintenant les lignes de ravitaillement et la coordination. Les théoriciens militaires estimaient que de telles opérations exigeaient une planification et une préparation considérables. La réponse de Patton stupéfia tous les présents. Il déclara pouvoir attaquer en 3 jours avec 3 divisions. L'affirmation semblait impossible. La 3e armée de Patton était fortement engagée le long du fleuve Sarre, à plus de 100 km au sud de Bastogne, se désengageant des opérations en cours, réorientant ses forces vers le nord, établissant de nouvelles voies d'approvisionnement et coordonnant des attaques sur un terrain complètement différent. Accomplir tout cela en 72 heures défiait toute planification militaire conventionnelle. Plusieurs commandants pensaient que Patton était imprudent ou qu'il ne prenait pas les défis opérationnels au sérieux, mais Patton s'était préparé exactement à cette éventualité. Il avait lu des rapports de renseignement tout au long du novembre et début décembre suggérant un renforcement allemand face au secteur des Ardennes. S'il n'avait pas prédit le calendrier exact ni l'ampleur de ce renforcement allemand, le refus catégorique des Allemands signala aux commandants allemands que les forces américaines à Bastogne n'étaient pas démoralisées et ne se rendraient pas sans un combat acharné. Cela compliqua la planification opérationnelle allemande. Si Bastogne devait être prise par la force, cela consommerait du temps et des ressources que le calendrier de l'offensive allemande ne pouvait se permettre. Les retards créés par la défense de MCLLIFF étaient aussi précieux que la position tactique occupée par sa division. Le 23 décembre, le temps se dégagea enfin, comme les météorologues l'avaient prédit. Le ciel dégagé apporta un soulagement immédiat à la garnison assiégée. Des P-47 Thunderbolt américains apparurent au-dessus de Bastogne, attaquant les positions allemandes et fournissant un appui aérien rapproché qui compensa la diminution des munitions d'artillerie américaines. Des avions de transport C-47 commencèrent à larguer des ravitaillements par parachute, livrant des munitions, des fournitures médicales et de la nourriture qui permirent à la 101e division aéroportée de continuer le combat. Le ravitaillement aérien n'était pas parfait. Des approvisionnements ont atterri en territoire occupé par les Allemands. Mais cela a suffi à maintenir la défense viable. Le 19 décembre 1944,
le commandant suprême Dwight Eisenhower a convoqué une conférence d'urgence à Verdun, en France, pour faire face à la percée allemande dans les Ardennes. L'atmosphère était pesante. Les forces allemandes avaient obtenu l'effet de surprise et progressaient vers la rivière Mousse. Les unités américaines étaient dispersées et, dans certains cas, mises en déroute. La situation exigeait une contre-attaque immédiate, mais l'ampleur de la crise dépassait tout ce que les commandants alliés avaient connu depuis la Normandie. Eisenhower avait besoin de quelqu'un capable d'agir rapidement et de frapper fort. Il s'est tourné vers George Patton. Patton est entré dans la conférence avec une confiance caractéristique frôlant l'arrogance. Tandis que les autres commandants discutaient de la crise sur un ton grave, Patton semblait presque impatient. Eisenhower s'efforça de maintenir l'optimisme, exhortant les commandants réunis à considérer l'offensive allemande comme une opportunité plutôt que comme un désastre. Patton adopta sincèrement cette perspective. Il reconnut que les forces allemandes s'étaient trop étendues et qu'une contre-attaque agressive sur leur flanc pourrait transformer une percée en catastrophe pour la Wehrmacht. La question cruciale était celle du timing. Eisenhower exposa la situation. Les forces américaines à Bastogne étaient encerclées et avaient besoin de renforts. À quelle vitesse Patton pourrait-il attaquer? Vers le nord pour percer les lignes allemandes et secourir la garnison? La plupart des commandants présents estimaient que toute attaque nécessiterait des semaines de préparation, impliquant le déplacement d'une armée entière à 90 degrés de son axe d'attaque actuel, à travers un terrain hivernal, tout en maintenant les lignes de ravitaillement et la coordination. Les théoriciens militaires estimaient que de telles opérations exigeaient une planification et une préparation considérables. La réponse de Patton stupéfia tous les présents. Il déclara pouvoir attaquer en 3 jours avec 3 divisions. L'affirmation semblait impossible. La troisième armée de Patton était fortement engagée le long du fleuve Sarre, à plus de 100 km au sud de Bastogne, se désengageant des opérations en cours, réorientant ses forces vers le nord, établissant de nouvelles voies d'approvisionnement et coordonnant des attaques sur un terrain complètement différent. Accomplir tout cela en 72 heures défiait toute planification militaire conventionnelle. Plusieurs commandants pensaient que Patton était imprudent ou qu'il ne prenait pas les défis opérationnels au sérieux, mais Patton s'était préparé exactement à cette éventualité. Il avait lu des rapports de renseignement tout au long du novembre et début décembre suggérant un renforcement allemand face au secteur des Ardennes. S'il n'avait pas prédit le calendrier exact ni l'ampleur de ce renforcement allemand,